Cette photo est venue à moi, à la rédaction du mensuel Réalité. Je suis un jeune reporter photographe de 18 ans. Le choc. La torture, pour moi, c'est le symbole du nazisme. Mais en Algérie, c'est mon pays qui torture, humilie. Je crois qu'il a fallu malheureusement attendre près de 40 ans pour qu'il y ait des aveux, je dirais, de personnalité. Tant est qu'on puisse être une personnalité quand on pratique des choses comme celle-là. Mais il faut bien dire qu'il a fallu attendre 30 ans ou 40 ans pour que, finalement, on ne puisse pas dire « ce n'est pas vrai ». Et dire « ça a été vrai, c'est vrai, je l'ai fait, je l'ai pratiqué. Je n'ai pas de jugement à porter sur le général Massu ou le colonel Ossarès ou autre, mais que chacun prenne ses responsabilités. Mais l'opinion publique française est largement complice de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense qu'on a une certaine idée de la France qui se révolte par rapport à des pratiques comme celle-là. Mais finalement, quand on sait qu'elles ont eu lieu, on essaie de s'en défendre pour protéger une certaine image, un certain honneur de la France. Autour de moi, dans ma région minière de Saint-Étienne, une certaine indifférence de l'opinion. La guerre n'est pas en métropole, elle est là-bas, de l'autre côté des Méditerranées. Fus-tu rappelé, je suis troublé. Ma formation catholique m'incite au respect de l'autre. Je ne veux pas être complice de l'intolérable. Je ne sais pas alors que je déserterai. Depuis, cette guerre ne cesse de m'obséder. Où finit la soumission à l'autorité? Où commence la responsabilité de l'individu? En Algérie, les opérations de ratissage du massif de l'Aurès ont entraîné un repli des rebelles vers les régions du sud. Sur un front de 200 km, les patrouilles ont refoulé les fellagas dans les djebels de la zone de Biskra. Au début du conflit, les actualités cinématographiques montrent des opérations militaires qui allaient devenir la réalité quotidienne des jeunes de 20 ans accomplissant leur service militaire. On avait comme supérieur à ce moment-là un homme qui était capitaine de réserve et qui avait été à la guerre 39-40 avec une certaine fierté dans son grade. Et quand nous avons dû partir en Algérie, il nous a réunis une fois et il nous a dit solennellement « Faites votre devoir ». Mais il nous a évidemment donné aucun élément sur ce que pouvait être notre devoir. Notre devoir pour lui, je pense, ben c'est comme en 1939, il fallait partir, quoi. On part à la guerre. Le gouvernement nous appelle et on part. Pour faire quoi? Ah ben ça, on verra bien. On verra bien. Nos pères étaient partis en 1939 combattre le nazisme. Le 8 mai 1945, c'est le jour de la victoire sur la barbarie. Fini les sirènes pour les bombardements.
Fini les soldats allemands dans les rues. À ma joie se mêle la tristesse. Mon père est mort dans un camp allemand. Paix et liberté sont des mots qui ont un sens, même pour un enfant. Les Algériens, eux, se souviennent du 8 mai 45 pour une autre raison. À Sétif, le défilé de la victoire s'est terminé dans le sang. Les Algériens imaginaient un monde nouveau, un nouveau statut pour l'Algérie. Ils sont plusieurs milliers. Les forces de l'ordre arrachent les drapeaux nationalistes. C'est la panique. Un coup de feu, l'émeute, 102 Européens tués. En représailles, dans les jours qui suivent, arrestations, exécutions sommaires, disparitions. Combien de morts? 10 000? 20 000? 40 000? Un massacre qui fait dire au général Duval: je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire, et certainement de façon irrémédiable. L'histoire lui donnera raison. Ahmed Ben Bella, qui a pourtant reçu la croix de guerre des mains du général de Gaulle, deviendra un des 9 chefs historiques de l'insurrection, déclenchée le 1er novembre 1954. Les événements de mai 1945 ont vraiment enfanté le 1er novembre. Je parle de mon expérience, ma propre expérience. Je revenais d'Italie, je suis l'un de ceux qui, disons, qui font partie de l'armée française qui s'est battue à Cassino, qui a été ensuite libérée, et qui était composée à 90% de Nord-Africains. C'était ça l'armée française, parce que la France s'était occupée. Et puis voilà comment on est récompensé. Par une répression aveugle. Par air, sur terre, par mer, aveugle. Là, une brisure irrémédiable s'est faite. Je parle de mon cas, mais je vous assure, c'est le cas un peu de tous nos cadres, et surtout des militants, des cadres. Ah, le problème à ce moment-là de la violence était posé, c'était fini. C'était une brisure, un désespoir inouï, mais un désir de régler le compte au colonialisme, de se préparer à ce battre, voilà. Un mois avant les événements de Sétif, le colonialisme avait été mis en cause à San Francisco dans la charte de la nouvelle organisation des Nations Unies. Le président Truman juge que les impérialismes coloniaux mettent en péril la paix mondiale. We must learn to live together in peace. Pour les Français, l'Algérie, c'est la France. Mais les élections municipales de 1947 voient le succès des nationalistes modérés. Aussi, en 1948, les élections de l'Assemblée algérienne sont truquées. Des leaders sont arrêtés ou déportés. Alors, les éléments les plus radicaux pensent à une guerre de libération et fondent l'organisation spéciale. En province où je grandis, il y a beaucoup d'ouvriers maghrébins. Une chose me choque, c'est le tutoiement péjoratif à leur égard, dans le tram ou chez les commerçants. Je ne comprends pas. Et aujourd'hui, je réalise que moi, je n'avais pas de copains algériens. Cela ne se faisait pas. À l'école, nous apprenons que la France a des colonies et y apporte la civilisation. Je suis fier de découvrir dans les films la générosité de mon pays. Dès 1830, une ère nouvelle s'ouvrait pour l'Algérie. Après avoir connu durant des siècles la domination romaine, puis l'anarchie des grands féodaux d'Alger, d'Oran et de Constantine, ce pays totalement isolé se desséchait et l'arrivée des Français devait l'aider à triompher de ses faiblesses naturelles. Or,
Rappeler l'étendue de la mise en valeur de l'Algérie par la métropole correspondrait à dresser l'inventaire des richesses que possède ce pays et qui sont l'œuvre de la France. D'un pays mort ou en train de mourir, de villes inexistantes ou rudimentaires, les Français ont fait en 125 ans une magnifique province. À la maison, je n'entends pas parler de l'Algérie, mais des crises ministérielles qui se succèdent sous la 4e République. L'instabilité des gouvernements de coalition, dosage complexe du centre et de la droite, du centre et de la gauche, occupe trop les politiques pour élaborer une politique d'outre-mer. Le 1er novembre 1954, lorsque l'insurrection éclate, gouvernement et police ignorent qui en a pris l'initiative. La surprise est totale pour l'opinion. Personne ne croit à une révolte durable. La crainte, alors, ce n'est pas l'Algérie, mais le communisme, l'URSS athée. Ma jeunesse, c'est les messes, les séjours dans les monastères. Je chante ce cantique comme la majorité des Français de mon âge. L'influence de l'Église marque même les non-croyants. Au séminaire, je pense que le supérieur vous a appelé pour vous parler avant votre départ. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien sur l'Algérie. Il nous a donné quelques conseils sur notre conduite à tenir pendant notre service militaire, mais absolument aucune information sur l'Algérie. Parce que je pense que lui-même n'était pas tellement informé sur ce qui se passait réellement sur le terrain en Algérie. Et alors, quels conseils pratiques il vous donne à vous, hommes d'église? Il nous initiait au langage militaire, donc qui est un langage assez cru, assez salé. Il nous mettait en garde donc contre ce vocabulaire. Il nous initiait à ce vocabulaire de l'armée que nous connaissions d'ailleurs pour la plupart d'entre nous. Mais c'est tout. Ça se limitait pratiquement à un cours de morale. Mais absolument pas à un cours de politique, ni d'économie. Donc on vous mettait en garde contre des termes orduriers à caractère sexuel. Oui, c'est ça. Oui, tout simplement. Tout simplement. Mais pas de préparation psychologique à faire une guerre, si vous voulez. Et surtout une guerre telle que que la guerre d'Algérie, qui était une sale guerre. Chaque appelé se sent bien seul, abandonné à son sort, pour appréhender cette guerre. Pour Jacques Inrep, comme pour moi, c'est une période de quête de réponse. J'avais lu pas mal de journaux, je pense à Témoignages chrétiens, je pense à Esprit, je pense à France Observateur surtout, et puis Les Temps modernes en gros. Donc on parlait des tortures à ce moment-là déjà dans ces revues, mais dans ma petite tête de jeune homme, je pensais personnellement qu'il s'agissait de bavures. Voilà. Je pensais que c'était vraiment quelques sadiques qui, dans le fond d'une cave, torturaient, en prenant peut-être du plaisir d'ailleurs, des Algériens. Donc au départ, j'avais une vision, disons, un peu soft, en disant, bon, tout de même, la guerre 39-45 venait de finir, tout de même, j'avais tout de même 6 ans, donc en 45, et dans ma famille, on m'avait beaucoup parlé des nazis, de la torture, de la résistance en France, des choses comme ça, et c'était quasiment impossible pour moi que les Français fassent des choses aussi horribles.
Le service propagande de l'armée, qui se nommera plus tard l'action psychologique, conçoit plusieurs films destinés aux appelés. On y parle de pacification et non de guerre. On nous appelle les forces de l'ordre parce que nous luttons contre des assassins, des pillards, des voleurs. Une bande de fanatiques qui cherche à affirmer son pouvoir par la force. La force la plus brutale, la plus féroce. Je n'aime pas faire des tirades. Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire, la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner, ou plutôt à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir. Et les félagas, ils existent, ceux-là? Eh oui, bien sûr. Et voilà leur travail. Détruire et tuer. Faire revenir le pays à ce qu'il était il y a 150 ans, au pire Moyen-Âge. Et là-dessus instaurer leur dictature. Viens, je vais te montrer mon secteur. Ces films étaient produits avec des appelés professionnels du cinéma, comme le réalisateur Philippe de Broca. Ça m'amuse d'ailleurs de réécouter tout ça. Vous savez, c'était toujours des commentateurs très la France, machin, les troupes vaillantes, machin, les drapeaux qui flottent, et de montrer qu'on était en train de gagner cette guerre contre des salopards de terroristes et un peuple qui ne réclame qu'une chose, c'est de devenir français. Voilà, c'est ça qu'on racontait tout le temps. Hein. Et évidemment d'éviter de montrer la violence de l'armée française. Plutôt. Ce harki, ce fusil de fraternité. Tous ceux-là qui respirent maintenant savent que les autres n'étaient que des égorgeurs. Ils savent que la seule vie possible pour la province algérienne, c'est la France qui la lui donne. Eux savent ce que cela veut dire, la paix en Algérie. On nous tenait un discours qu'on était là pour défendre l'Occident, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça fait rire les gens, mais à l'époque, tout de même, les militaires de carrière tenaient ce genre de discours. Hein. C'est-à-dire qu'on allait là-bas pour défendre la France, hein. On allait là-bas pour défendre l'Occident, les valeurs de l'Occident, on allait là-bas pour défendre le christianisme, hein. Et puis on allait là-bas parce qu'il y avait le communisme international, hein, qui était du côté du FLN. Ce qui aujourd'hui fait rire tout le monde, bien sûr. Dès les premiers jours de l'insurrection algérienne, le ministre de l'Intérieur évoque les événements de l'Algérie au Parlement. Pour François Mitterrand, l'Algérie, c'est la France, et ajoute-t-il, il faut employer tous les moyens pour préserver la France. Et à la radio, il s'adresse aux Français. En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. Cette force défendra la justice en maintenant l'unité nationale, en protégeant ceux qui travaillent et ceux qui peinent, en rétablissant la paix civique. Appuyée sur la volonté de concorde et de progrès de l'immense majorité du peuple, elle interdira aux agitateurs, le plus souvent recrutés à l'étranger, la poursuite d'une œuvre de destruction. Si les meneurs ont voulu alerter l'opinion internationale, à la veille d'une session des Nations Unies, ils ont eu tort. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Mitterrand se veut ferme. La France allait-elle perdre l'Algérie, comme elle avait perdu l'Indochine quelques mois auparavant? 17 тысяч пленных. Экспедиционный корпус обезглавлен, писала буржуазная печать Франции. Эту песенку напевали французы в блиндажах Дьен-Bien-Phu. Солдат шел на войну с надеждой на победу. Возвращается он, битый, грязным бельем в своем ране. L'armée avait été humiliée. Les prisonniers français avaient dû défiler devant les caméras soviétiques pour un film de propagande qui montrait au monde qu'une grande puissance peut être vaincue par des va-nu-pieds communistes. À la guerre, c'est un drôle de petit jeu. Где ты, Франция, милый, веселый Париж. Cette guerre révolutionnaire de libération a marqué aussi le commandant Siyazdine, combattant historique du FLN. Vous savez, juste avant le déclenchement de la lutte armée, nous, les jeunes de 20 ans, comme vous le dites, on vivait intensément la victoire des Vietnamiens sur le colonialisme, la victoire sur Dien Bien Phu, le Maroc bougeait, la Tunisie, la même chose, et nous étions en pleine crise du mouvement national.
On était vraiment, le moral était au plus bas. Alors, dès qu'il y a eu le 1er novembre, ça a été un vent d'espérance qui a soufflé sur nous, dit enfin, nous aussi, on va se battre pour libérer notre pays. La classe politique est prise de vertige. La droite pense à la grandeur de la France, inconcevable sans colonie. La gauche croit encore à la mission civilisatrice de la France. Les communistes s'interrogent sur une insurrection qui n'est pas marxiste. À chacun sa vision. Celle de Léon Homser, député de droite. Nous voulons que l'Assemblée nationale se rende compte qu'on ne liquide pas successivement, tranche par tranche, le problème de l'Union française. Un jour la Tunisie, 3 mois après l'Algérie et 3 mois plus tard le Maroc, car c'est l'ensemble qui est en cause. Et pour Joseph Mosembert, député de droite aussi, il n'y a jamais eu de peuple algérien, de nation algérienne, qui peut savoir en tribu à quoi correspond le fédéralisme. Un député, président du groupe parlementaire socialiste et ses fillots, a conscience que seule une infime minorité d'Algériens dispose d'un droit électoral identique aux Européens. Au début, je pense que la perspective de voir l'Algérie devenir un État indépendant était une situation qui n'était pas admise par la majorité de l'opinion française. La fiction des 3 départements jouait à plein sur les esprits. Ça faisait oublier le fait que c'était quand même une situation de domination coloniale, que c'était des départements, mais des départements où il y avait une masse de population la plus nombreuse qui n'avait pas les mêmes droits qu'une minorité. Et d'autre part, quelque chose a beaucoup compté pour expliquer l'état d'esprit de la majorité de la population française, c'est le fait qu'il y avait une colonie française importante, beaucoup plus nombreuse tout de même qu'en Tunisie ou au Maroc, dans les 2 protectorats. Le départ pour la pacification, c'est le port de Marseille. Marseille, on découvre son cosmopolitisme, et donc c'est là qu'ont lieu les premières chasses au bico. Cassage de gueule à plusieurs paras sur l'un ou l'autre. Puisque je suis caporal, j'invite mes hommes à ne pas passer à l'acte. L'un, l'autre ronchonne, comprend, etc. Mais nous avons une perception confuse que c'est un homme civil et qu'on n'est pas là pour chasser comme ça, à travers les rues de Marseille, le bico, l'être inférieur. Mais on est invité déjà à ça. Ça, on s'en rend compte. Invité, c'est-à-dire par les sous-officiers de carrière. Qui vous poussent qui nous poussent dans la sortie pour aller boire bière et autres, mais chasser la pute pour tirer son coup, casser la gueule au bico et montrer aux Français que il y a une armée française qui va régler son compte à l'Algérie de l'autre côté et qui est formée pour tuer. Le récit de Stanislas Hutin, un des premiers soldats qui a le courage de témoigner, me fait saisir que cette guerre ne ressemble à rien aux précédentes. L'enjeu n'est pas le territoire, mais le contrôle de la population par tous les moyens. Nous sommes partis en Algérie avec les consignes que l'on entendait politiques de maintien de l'ordre, de pacification, c'était le terme le plus souvent employé, c'était la contradiction totale. À la fois, on était chargé d'ouvrir les dispensaires, ouvrir les écoles, faire une véritable pacification, et d'un autre côté, pour les besoins du renseignement, ou suite à des opérations menées, à des captures de rebelles, on déclenchait donc tous les moyens pervers
de torture pour l'interrogation. Ainsi, à Souk el-Tlet, une cinquantaine de hors-la-loi sont restés pris dans les mailles du filet. Leur interrogatoire a permis de compléter la carte de la rébellion, dont les mouvements sont de plus en plus contrôlés. Et la nuit, on entendait les hurlements de ces gens. Et donc récupérer le matin les enfants alors qu'ils avaient entendu dans le camp les hurlements de leur peut-être père ou ami, c'était quand même pas très évident. Stanislas Hutin, fils d'un journaliste, prit de nombreuses photos de ses élèves et entre autres du petit Boutout. Il y a un gosse de 14 ans par exemple qui avait été pris lors d'une embuscade, je raconte ça dans mon journal, le petit Boutout, qui lui a été également passé à la magnéto. Je l'ai entendu la nuit, j'ai cru d'ailleurs au départ que c'était des cris de chacal, et je n'arrivais pas à penser et à concevoir que c'était le gosse que l'on torture. Comme il y avait d'autres prisonniers, je pensais que c'était les autres. Et c'est le matin que j'ai appris que c'était bien lui, le gamin, qui avait été passé à la magnéto. Je pense que je n'ai peut-être pas été pris au sérieux, que l'on pensait que j'étais d'une très grande subjectivité, qu'encore une fois, c'était des cas tout à fait rares et épisodiques, alors que, bon, ensuite, on s'est bien aperçu que c'était beaucoup plus général que cela. Mon père m'a soutenu beaucoup, puisqu'il a même d'ailleurs porté ensuite mon carnet de bord au président Coty. Et je pense que le président Coty, je pense pas, je sais que le président Coty en a été bouleversé. L'Algérie devient une obsession. Je suis à l'affût de toute information. Dès les premiers mois du conflit, des journaux courageux dénoncent la torture et les exactions. Un journaliste, Robert Barra, militant de la décolonisation de la Tunisie et du Maroc, réalise le premier reportage dans le maquis algérien. France Observateur est censuré et Barra incarcéré. Accusé de salir l'armée française et de démoraliser les troupes, cette presse est victime de censure et de saisie. L'armée, quant à elle, présente aux soldats les atrocités du FLN. Quand on voyait par exemple des photos, n'est-ce pas, de règlements de compte entre eux, les FLN et puis en fait des harkis souvent qui s'attrapaient comme ça, et qu'on les voyait, les cadavres, les uns derrière les uns à côté des autres, avec le sourire kabyle, quoi, hein, donc bon, le couteau à travers la gorge. On disait, ben tu vois comment ils sont, hein, ou bien le sexe dans la bouche, quoi, etc. Enfin bon, tu vois, c'est ça l'arabe. Pourquoi cette image-là était, ma foi, assez bien accueillie chez les copains? Pourquoi ça? Tous n'ont pas de prévention raciste. Mais la peur est partagée par chacun. La peur des embuscades, bien sûr. Mais encore plus des égorgements. Là, je me rappelle d'un copain qui me disait « Mais t'as raison, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici? Pourquoi on vient emmerder ces pauvres gars? On vient les emmerder dans leur pays alors qu'ils n'ont rien fait et tout. » Il a été égorgé. Bon, j'ai eu le triste devoir de lui faire sa toilette funèbre et tout. Et avant de l'emmener à l'infirmerie, le capitaine a dit « Non, tu le laisses là, dans l'état où il est. » Et on a réveillé toute la compagnie, on a fait défiler la compagnie. Et tout le monde est parti radier le village. Autant je réagis aux exactions, autant je ne saisis pas la gravité d'une mesure qui concerne une famille algérienne sur 4. Dès 1955, l'armée regroupe la population dans des camps, officiellement pour la protéger, en fait, pour priver l'ennemi de tout soutien. Ces regroupements, conçus par les autorités militaires, ne s'appuient sur aucun texte législatif. Plus de 2 millions de civils connaîtront ce sort. La pacification, ça consistait pour l'armée à raser les fermes isolées des fellahs dans le bled, pour les obliger à reconstruire de leurs propres mains
l'Ormechta autour des postes militaires français, le tout cerclé avec des barbelés, pour faire ce que la France appelait des villages nouveaux ou villages de regroupement, et qui n'étaient rien d'autre que des camps de concentration de population civile. Et quand ces villages ont été faits, le commandant il a dit il faut que chacun ait sa carte nationale d'identité française. Et pour faire une carte d'identité, il faut une photo. Tout naturellement, le commandant a dit c'est Garanger qui va faire ça. Et en 10 jours, j'ai photographié 2000 personnes. J'ai mis toutes ces photos sur le bureau du capitaine français. Il s'est mis à hurler. Venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. Si la France butait Duffel, comme elle le disait couramment, à tour de bras, et avec une telle facilité, c'est que ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des bêtes. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, qu'on descendait souvent des enfants morts ou qu'on descendait des enfants très faibles qu'on retapait. Heureusement, on en a sauvé quelques-uns. Mais les gens vivaient dans des conditions atroces. Il n'y avait pas d'eau, pour ainsi dire, ou très peu. Ils avaient des rations, mais en misérable. Ils avaient de quoi ne pas mourir de faim, disons. On accordait le droit aux Algériens d'aller travailler leurs champs 4 heures par jour, mais comme en général ces camps se trouvaient à des kilomètres de leurs champs, ils ne pouvaient pas y aller. Et donc toutes les personnes prises les armes, sans armes ou avec les armes à la main dans ces zones interdites étaient déclarées faits de la guerre. Voilà, donc, soit éliminé tout de suite, soit suspecté, emmené dans un camp, torturé et descendu. Et ça, on l'oublie complètement. Face aux horreurs vécues, des familles algériennes alertent directement les autorités françaises. 22 mai 55. Télégramme du député Ben Maled à Monsieur le Président du Conseil et à Monsieur le Gouverneur général. Ému et indigné par exécution sommaire de 14 personnes désarmées, âgées de 40 à 65 ans, par troupes devant leur domicile, tous faits là, à qui rien ne peut être reproché. 25 juin 55, lettre de veuve Slimani à M. Wegner, député à Paris. Sous les yeux de nos employés et de nos voisins, mon fils a été soumis à d'affreuses tortures, coups, électricité. Le mardi 21, mon frère Kébil Ali a retiré du puits le cadavre de mon fils. Juillet 55, lettre de M. Benjeloul. Des douars et des medjtas ont été incendiés, des femmes violées, des chefs de famille froidement abattus parce qu'ils protestaient. Ces plaintes ne trouvent pas d'écho en métropole. Mais l'ONU inscrit la question algérienne à l'ordre du jour, à la colère de la France, qui refuse toute internationalisation du conflit. D'accord hier avec le président Pinet que j'avais eu au téléphone, j'ai immédiatement rappelé en France notre délégation à l'ONU. Non seulement la France reste sourde à l'ONU, mais elle réintroduit un décret à abroger à la libération de Paris par de Gaulle la responsabilité collective. Ainsi, chaque habitant d'un village est tenu responsable d'actes d'un des siens. Le FLN n'hésite pas à retourner cette situation à son avantage. Il y avait des décharades qui étaient au bord des routes goudronnées, devant un camp français. Cette population-là, le matin, elle disait bonjour à l'armée française, et nous, de temps en temps, quand on passait, elle nous disait bonsoir. Elles étaient bien avec les deux. Mais quand on est bien avec les deux, on informe et l'un et l'autre.
Alors, pour amener justement à la rupture, à la césure, on cherchait où faire une action militaire qui pouvait amener la répression sur cette déchira. Alors on la faisait des fois juste à côté de la déchira, sans qu'elle sache, parce qu'on venait la nuit, on s'installait, on se camouflait. Le lendemain, dès que l'ennemi passait, on lui faisait l'embuscade et on se repliait sur la déchira. On s'arrêtait un instant en demandant « donnez-nous à boire ». Tout ça à quelques centaines de mètres du camp. Et dès que l'action est terminée, la répression tombait sur cette décharade. Il y avait même des gens qui n'attendaient pas l'arrivée de l'armée française, se taillaient, savaient qu'est-ce qui les attendait. C'est-à-dire, on poussait l'ennemi à faire la répression là où on voulait, nous. Parce que cette population n'était pas acquise totalement. Mais là où la population a été acquise, là on l'a protégée, on l'informait, voilà, elle va sortir, l'armée française va sortir, on l'a protégée, on la prenait sous notre coupe. Donc c'était vraiment, ce qui était important pour chacun, c'était d'avoir la population avec soi. Et bien sûr, celui qui avait la population avec lui, il a gagné. Les Algériens, considérés comme suspects, se trouvent internés sans jugement sur ordre du préfet. Un civil, Pierre Leclerc, qui partage la responsabilité du camp de Joffre, dénonce les mauvais traitements infligés aux prisonniers. Il termine son rapport en évoquant sa honte d'être français. Très vite, il est victime de menaces devant son fils. Des officiers sont venus chez nous, sont passés devant nous, je dirais, sans nous saluer. Ont occupé pratiquement la maison, se sont installés avec mon père dans une pièce, un petit bureau annexe, et nous avons entendu les éclats de voix, les menaces. Bon, ça s'est très mal passé. Du reste, notre père a relaté sa conversation immédiatement après. Enfin, il était très secoué par cette affaire. Et qu'est-ce qui lui avait été dit alors? Il vous l'a relaté? Ce qui lui avait été dit, ben, tout simplement que s'il poursuivait dans cette voie, dénoncer déjà, bon, comme il l'avait déjà fait, bon, bien, qu'il aurait de gros ennuis. En fait, il lui demandait tout simplement de partir le plus rapidement possible, hein, et c'était une menace de mort, très directement. Il l'a ressenti comme ça et vous mais non seulement il l'a ressenti, mais ça lui a été dit. Nous avons entendu dire, si vous restez ici, de toute façon, vous disparaîtrez, et tout ça, ben, on mettra ça sur le dos d'une attaque du camp ou quelque chose de semblable. Avant d'être incarcérés dans un camp d'internement, les suspects se rassemblaient dans des centres de triage et de transit qui permettent à l'armée de mener des interrogatoires en toute quiétude. Lorsque je suis arrivé en Algérie, on m'avait demandé d'être l'officier qui allait être responsable de la surveillance d'un camp de prisonniers. À l'époque, quand on arrivait, c'était « vous faites ça, vous faites ça ». Et moi, j'étais chargé de ça. Au bout de quelques semaines, j'ai réalisé que, au fond, c'était l'horreur, quoi. C'était pas seulement garder des prisonniers, c'était l'horreur. Hein. C'était tellement l'horreur que j'ai pas tenu, personnellement, j'ai pas tenu longtemps. Au bout de quelques mois, j'ai demandé à mon colonel d'avoir une unité combattante, d'aller dans une unité combattante. Et c'est pourquoi ensuite, donc, j'ai eu un commando de chasse. Et là, c'était juste le combat. Ceci étant dit, ce camp de prisonniers, c'est vrai que c'était l'horreur. Parce que vous vous souvenez d'hommes, de leur souffrance? Oui, je vois, oui. Oui. Et ça n'aurait pas été possible à un moment donné de dire aux gens du renseignement assez, ça suffit? Je pense que vraisemblablement que ça aurait été possible. Mais
Je n'en avais pas comme les autres autour de moi. Mais enfin bon, là, je parle de moi. Vous étiez lieutenant, vous étiez officier. Bah oui, quelque part, j'étais officier. Donc, c'était difficile d'être à la fois l'officier, puis en même temps celui qui dit non. Hein, je n'ai pas eu cette force de caractère que certains ont eu, je sais maintenant. Hein, mais moi, je n'ai pas eu cette force de caractère. J'imagine aussi, en plus, que de toute façon, ça n'enlève rien à l'obligation morale qui aurait été la mienne de le faire. Mais je n'ai pas pensé, ni à révéler des choses, ni à m'opposer. C'était une immersion, enfin pour moi, tel que je l'ai vécu, hein, c'était une immersion dans un système collectif où tout me disait, c'est le boulot. Sale boulot, bien évidemment, mais c'est le boulot. C'est le boulot. Tu es venu en Algérie, on t'a envoyé pour ça. Sale boulot, mais tu fais ton boulot. Et vous parliez avec les autres officiers ou avec les gens du renseignement qui venaient torturer? Je crois qu'avec le recul, je me rends compte qu'en fait, il m'effrayait, moi. Il me faisait peur. Il me faisait peur. Élu sur une promesse de paix en Algérie, Guy Mollet, leader socialiste populaire et respecté, devient président du Conseil début 56. C'est la victoire du Front républicain avec les communistes et les radicaux, dont Pierre Mendès France, qui a eu le courage de négocier la fin de la guerre d'Indochine. Très vite, Guy Mollet sera en Algérie. J'étais sûr que le problème algérien allait être résolu. Avant son départ, il a reçu Robert Barra, journaliste et secrétaire général du Centre des intellectuels catholiques. Barra lui a proposé de rencontrer un de ses contacts FLN. Par lettre, il lui confirme que le sort de l'Algérie va se jouer dans les 2 mois et qu'il est encore temps de trouver une issue par la négociation. Guy Mollet, qui à Paris avait évoqué une guerre imbécile et sans issue, est l'objet de violence. Face à la foule, il capitule et se sépare du gouverneur libéral qu'il vient de nommer. L'espoir de paix s'envole. L'affaire est grave en soi. Un président du Conseil, on dirait aujourd'hui Premier ministre, qui est presque lapidé quand il arrive à Alger et qui est obligé de capituler, c'est-à-dire... Et alors, il capitule, mais justement, quel est le sentiment de Guy Mollet quand il vit ces événements? Alors, écoutez, d'après ce qu'il a dit après, par la suite, on peut supposer qu'il a été bouleversé en constatant que c'est toute la colonie française qui se dresse contre lui. Il voit en face de lui des gens qui lui jettent des pierres ou qui l'insultent et qui, à Arras, auraient certainement voté pour lui. Alors, il semble que tout cela ait bousculé les idées toutes faites qu'il pouvait avoir et que c'est une des raisons de son trouble. Constamment, dans toute la période qui suit, le groupe parlementaire socialiste s'est trouvé placé devant des situations de fait sur lesquelles on ne pouvait pas revenir, qui étaient fâcheuses, qui faisaient des dégâts, mais en même temps, il était obligé ou il se sentait obligé, il se croyait obligé de les couvrir, de les avaliser, en se disant c'est le moindre mal. Et c'est comme ça qu'on s'est constamment engagé dans une politique de répression. Le mois suivant, c'est l'escalade. Guy Mollet fait voter les pouvoirs spéciaux qui suspendent les garanties de liberté individuelle. L'institution judiciaire est dépossédée de son pouvoir en faveur de l'armée. Les méthodes de répression déjà en cours se voient donc officialisées. Et les pouvoirs spéciaux vont permettre aussi le rappel de soldats. Les communistes y voient une trahison du programme électoral commun avec les socialistes. Néanmoins,
leurs 150 députés ont voté pour. Les pouvoirs spéciaux provoquent chez les salariés de Renault, bastion communiste, de vives réactions. Français et Algériens exigent des explications du député PC de Boulogne-Billancourt. Effectivement, les Algériens étaient là, enfin les Algériens, pas tous, parce que c'était des milliers chez Renault, mais tous ceux que je connaissais bien, il fallait quand même que je parle avec eux. Et j'avoue que là, j'ai été très ému. J'étais très ému et j'avais honte. Et je leur expliquais comment, dans quelles conditions j'avais voté. Mais il n'empêche que j'avais voté. Et que j'avais voté l'aggravation de la guerre. J'avais pas l'habitude de pleurer parce que j'en ai vu d'autres, mais j'avoue que j'avais les larmes qui me faisaient aux yeux parce que j'avais l'impression de les avoir trahis. J'avais trahi. J'avais trahi mes amis. Et puis j'avais trahi aussi mes électeurs. Pas me le cacher, parce que là, mais je ne savais pas ce qui allait venir après, quand même. Mais comme j'avais jamais eu confiance, je savais que je les trahissais. Et j'ai dû m'expliquer. Alors, j'avoue que cette explication publique devant des centaines de gens, parce qu'ils étaient nombreux, hein, les sifflets, les houes, les huées, et puis il y avait pas que des gens du FLN, parce que je connaissais des gens du FLN, mais il y avait aussi des gens du MTLD, de Messaliage. Alors eux, il y en a qui m'ont craché au visage. Hein. Eh oui. Il est incompréhensible pour moi que les socialistes poursuivent une guerre coloniale. Je comprends encore moins que le Parti communiste, qui revendique l'anticolonialisme, laisse partir ses militants en Algérie. Moi, il ne m'est jamais venu à l'idée, contrairement à certains camarades, jeunes camarades du parti, de dire je déserte ou je me mets du côté du FLN. Parce que l'idée générale du parti à l'époque, c'était on va avec les jeunes pour essayer d'influencer le contingent, influencer les jeunes pour lutter contre cette guerre coloniale, etc. Voilà. On a su dès le premier jour qu'il y avait la chambre de torture. De toute façon, elle était ouverte, hein, elle n'était pas cachée. Hein, ils ne faisaient pas ça étant cachés. C'était comme ça, quoi. Et donc, impossible de faire quelque chose pour vous? Ben, protester. Moi, j'ai protesté. Avec d'autres, on a protesté. Il y avait quelques gars qui étaient comme moi, qui ont beaucoup protesté, mais on ne faisait que ça, quoi, protester. Hein. C'est ça. Notre action anticoloniale et anti-guerre, anti-torture, elle n'a été que là. Le fusil crossant l'air, symbole du refus de combattre, n'est qu'un rêve pour Sauvage et ses camarades. L'espoir d'un refus de masse. Pour moi, cette image illustre l'impuissance de tout militant appelé. C'était, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une démarche? Bon, auprès de qui? Auprès de notre commandant? On savait les menaces qui nous étaient faites, parce qu'elles nous étaient faites par les officiers. C'était, écoute, si t'es pas content, hein, bon, demain, tu passes devant, hein. Tu passes en tête de commando. Et on savait bien qu'on risquait gros. C'est-à-dire qu'être en tête, être éclaireur, c'est s'exposer le plus. Les balles ne seraient pas venues d'en face. Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Nous, on se disait, évidemment, s'il y a un règlement à faire, les balles peuvent venir d'ailleurs que d'en face. Les jeunes appelés connaissent la fatigue, la peur des embuscades, l'isolement. Alors comment réagir individuellement contre le comportement des supérieurs? C'était dans le sud d'Oranais. Et le commandant de compagnie, un lieutenant, dont je pourrais citer le nom, a pratiqué la torture. J'avais une belle infirmerie, une grande salle de soins, un bureau, une pharmacie et une chambre qui normalement m'était destinée aux médecins qui auraient pu être présents dans cette compagnie. Et entre la chambre et la salle de soins, il y avait les toilettes. Et les tortures, les séances de torture se passaient dans les toilettes. Et une fois que la séance de torture était terminée, le commandant de compagnie me disait « Allez, débrouille-toi avec l'Algérien qui avait été torturé. » Alors moi, je faisais des antalgiques, enfin des calmants,
et puis des neuroleptiques pour endormir le patient. Je faisais les soins d'urgence, si vous voulez. Et puis surtout, je l'assommais, si vous voulez, pour qu'il dorme. Et alors, comment vous réagissez? Eh bien, justement, c'est là que nous n'avions pas de réaction. Nous avions une véritable anesthésie de la conscience que je n'arrive pas à m'expliquer. Alors que, bon, j'avais une formation morale, théologique, spirituelle, etc. Et je pense que les séminaristes, comme moi, ont eu la même réaction, c'est-à-dire une réaction purement négative. Nous ne réagissions pas. Je vous dis, je répète, nous avions comme une véritable anesthésie de la conscience que je n'arrive pas à m'expliquer. Le père Pellinou fut un des seuls aumôniers militaires à s'opposer à la torture et à rappeler au paras de son unité l'exigence du respect de l'adversaire en toutes circonstances. Je peux vous dire que une fois dans une unité, un capitaine est venu se confesser à moi pour une question de torture et que j'ai eu le sentiment tout à fait physique que s'il était venu se confesser, il l'avait fait pour me lier par le secret de confession. Et pas parce qu'il en avait des regrets de ce qu'il avait fait. Mais sachant que le secret de confession est un secret absolu, j'ai eu le sentiment que, en fin de compte, il m'avait livré cette vérité pour me lier. Les spécialistes de la guerre anti-révolutionnaire obtiennent avec les pouvoirs spéciaux la possibilité de créer des unités d'action psychologique. Et voici nos canons, nos mitrailleuses, les armes de la répression. Ceci est une compagnie de haut-parleurs en action. Elle lutte contre ce virus qu'est la propagande du FLN. Elle rétablit la vérité et clame de tous ces haut-parleurs, films, photos, tracts, quel est notre seul but, la paix en Algérie. Dans cette foule, il y a peut-être encore des félagas, des durs, des mous, des anciens, des futurs. C'est à nous qu'il appartient de faire qu'il n'y ait que des gens heureux, des musulmans tranquilles, des Français. Avec ma caméra, j'ai peut-être pas fait une action dont je ne suis pas fier, puisque j'étais dans le sens de la propagande française. Mais c'est-à-dire qu'à la fin, je le sentais tellement plus que j'ai levé le pied, je ne voulais plus aller en reportage. Moralement, je me sentais de plus en plus un peu un suppôt équivalent d'un Goebbels, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, je veux dire, c'est propagande, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et surtout une propagande qui n'allait aboutir à rien, qui ne servait à rien. Pour faire valoir le droit du peuple algérien à l'autodétermination, Haït Ahmed, représentant du FLN, soumet un rapport à l'ONU en avril 1956. Pour étayer et prouver l'ampleur des exactions commises au nom de la France, Robert et Denise Barra préparent un livre blanc pour la session d'automne. Pour l'armée, la seule solution est l'écrasement militaire de la révolution algérienne. Découvrant l'existence de contacts entre le gouvernement français et les leaders algériens, les militaires détournent l'avion de ces derniers, ce qui met fin à l'ébauche d'une négociation initiée grâce au président égyptien Nasser. Nasser vient me dire, Ahmed, les Français veulent négocier. Ils veulent discuter. J'ai dit, nous ne demandons que ça. Ça a duré 8 mois. Et finalement, nous sommes arrivés à un scénario qui était celui, pratiquement, vous savez, qui est intervenu après, mais en 62, malheureusement. C'est-à-dire que cette guerre a duré 6 ans pour rien, je vous assure. Tout simplement parce que dans l'armée, quelque chose s'est produit. Vous savez, le lendemain,
de l'affaire de l'avion. Le lendemain, le chef d'état-major vient me voir et il me dit, nous refusons, nous avons la copie mais l'armée refuse. Nous ne voulons pas que le processus de l'Indochine se répète en Algérie. Jamais l'Algérie n'aura un scénario, de se produire un scénario qui a amené notre pays à perdre l'Indochine, etc. Et donc l'armée refuse ça. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes l'armée, nous avons discuté avec votre gouvernement. C'est avec eux que je voudrais continuer ce que nous avions initié. Mais c'était déjà ce processus, vous savez, du coup d'état militaire de salon, était déjà. Pire, il m'avait dit une chose, dans 7 jours, votre ami aussi, nous allons lui régler son compte. Je lui ai dit, mais de quel ami parlez-vous? Il m'a dit de Nasser. Effectivement, le 22 octobre, c'était l'affaire de l'avion. Le 29, c'était l'attaque. Le chef d'état-major m'a dit, dans 7 jours, votre ami, eh bien, c'est fini aussi. J'avais dit, vous vous trompez, ce ne sera pas fini, ça va commencer. Ça va recommencer encore d'une façon plus dure, plus sanglante. C'est ce qui s'est passé. Sous le prétexte de s'opposer à la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser, les para-français débarquent en Égypte. Après avoir fait prisonnier les leaders algériens, ils veulent maintenant la chute de Nasser, qui livre des armes au FLN. La victoire sur les rebelles algériens leur semble à portée de main. L'opération militaire réussit, mais sous pression américaine et soviétique, les para-français sont contraints de se retirer. Après la défaite de Dien Bien Phu, c'est une deuxième humiliation pour les militaires. La rébellion continue en Algérie. Les appelés constatent le ressentiment des militaires envers les hommes politiques et se trouvent pris dans l'engrenage de la répression. On imagine cette vie folle qu'avaient à vivre certains Algériens dans leur bourg ou leur village. Violentés la nuit par des félingas, d'autres nuits par nous. Alors il y a ceux qui allaient arrêter des gens, ceux qui les amenaient au camp, ceux qui les mettaient dans le camp des prisonniers, ceux qui les gardaient, qui les faisaient survivre, ceux qui les interrogeaient, ceux qui les torturaient, et j'oserais à peine dire ceux qui parfois les exécutaient. Ça m'apparaît aujourd'hui effectivement comme une chaîne comme cela de responsabilités qui s'ajoutaient les uns aux autres, une participation. Et j'ai beaucoup pensé depuis à cette comparaison. Et vous êtes dit, j'étais un petit maillon de la chaîne, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je me suis dit que j'avais été un petit maillon, un maillon de la chaîne, avec beaucoup d'innocence, avec un sentiment, le sentiment parfois de faire ce que j'avais à faire. Douloureusement à nouveau, mais j'ai fait ce qui... Et ça, c'est un peu effrayant quand même.